Bonjour et bienvenue dans cette troisième capsule, troisième en tout cas par rapport aux opérations écrites, et ici nous allons aborder la multiplication écrite. Donc après l'addition, après la soustraction, voilà une troisième opération qui s'avère être nettement plus complexe que les deux précédentes. Comme d'habitude, le mot-clé c'est manipulation. Cependant, la manipulation va aussi avoir ses limites ici parce que nous commençons à aborder des opérations qui commencent à devenir un petit peu compliquées, avec des nombres un peu grands. Donc, c'est bien de manipuler, mais à un moment donné, il faudra passer à autre chose ici, malheureusement. En tout cas, pour les opérations les plus compliquées. Allez, go, c'est parti. Comme pour les autres opérations, je vais d'abord commencer par le sens de l'opération. Donc ici, une multiplication, qu'est-ce que c'est? Eh bien, contrairement à l'addition et à la soustraction, ce n'est absolument pas une opération naturelle. Donc l'addition, on avait vu, c'était tout simplement de regrouper, de réunir, de rassembler. La soustraction, c'était le fait de prendre, de prélever, d'ôter. Donc tout ça, ça correspond à des verbes et à des actions bien spécifiques. Mais pour la multiplication, ça n'est plus le cas. Pourquoi? Tout simplement parce que la multiplication, c'est une opération qui est en quelque sorte artificielle. Elle a été introduite pour cacher une addition. Donc en fait, c'est une addition qu'on appelle itérée, c'est-à-dire qu'on va additionner chaque fois le même terme. Donc ici, vous avez un exemple avec mes magnifiques bics. Se cache une addition puisque j'ai rassemblé ici tous mes bics, et une addition qui se présente sous la forme 2 plus 2 plus 2. Alors, ici, il n'y a encore que 3 paquets de 2 bics. Bon, c'est encore faisable. Imaginez qu'il y en ait 32. Et donc, qu'on doive faire l'opération 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2, 32 fois. C'est infaisable. En tout cas, ça va prendre énormément de temps. Et en général, les mathématiciens n'aiment pas une perte de temps. Pourquoi n'aiment-ils pas ça? Tout simplement parce que ce temps, ils pourraient le consacrer à des choses nettement plus intéressantes. Et tout le temps que vous passez à faire des choses automatiques qui prennent beaucoup de temps, eh bien vous le perdez pour faire un progrès dans la matière. Donc c'est pour ça que les mathématiciens ont introduit cette opération qui va correspondre en fait à remplacer une addition où tous les termes sont identiques. Ça c'est important. Ici vous avez 2 plus 2 plus 2, vous n'avez pas 2 plus 3 plus 2. Il y a chaque fois le même nombre de bics dans chaque paquet. Eh bien cette addition, elle va être remplacée par une multiplication. On ne dira plus 2 plus 2 plus 2, on dira 3 fois 2. C'est-à-dire que vous devez faire des tas avec le même nombre d'objets dans chaque tas. Ça, c'est important. Si vous avez des tas avec un nombre d'objets qui diffère selon les tas, eh bien, vous devrez malgré tout passer par l'addition. Ça, on n'a pas encore inventé une opération qui vous permettrait d'aller plus vite. Donc ici, voilà, il y a 2 bics exactement dans chacun des 3 tas, dans chacun des 3 paquets. Je vais tout simplement traduire ça par 3 fois 2. Et c'est en passant par l'addition que je vais pouvoir mettre en évidence mes tables de multiplication. Donc ici, 2 plus 2, 4, plus 2, 6. Je retiendrai que 2 plus 2 plus 2, c'est-à-dire 3 fois 2, c'est 6. Et je retiendrai dorénavant cette table de multiplication-là. 3 fois 2 égale 6. Et je retiendrai ainsi toutes les autres multiplications pour autant que chacun des facteurs ait exactement un chiffre. Donc, on ne va évidemment pas retenir combien font 28 fois 13, mais on va retenir combien font 8 fois 3. 8 fois 3, 24, ça représente 8 tas de 3. 3 objets chaque fois, quelle que soit la nature de ces objets. Et comme c'est un petit peu plus complexe puisque ça apparaît comme étant artificiel, là aussi l'apprentissage est progressif, mais surtout les étapes sont nombreuses, contrairement au cas de l'addition et de la soustraction. Alors vous avez vu que déjà on commence par les multiplications avec des nombres à un chiffre, ça ce sont les fameuses tables, les fameuses tables de multiplication.
Bon, avant, on voyait ça en première et deuxième année primaire. Maintenant, c'est reporté grâce au nouveau référentiel. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui doit être maîtrisé avant de passer à l'étape suivante. Et l'étape suivante, c'est d'amener 2 chiffres dans un des nombres, dans un des facteurs. Et on commence évidemment par le multiplicande, c'est-à-dire par le premier facteur. Mais là, malgré tout, vous avez encore à faire une progression. C'est-à-dire qu'il y aura l'étape 32 fois 3, où vous n'avez aucun problème technique, ce qu'on va appeler une multiplication sans retenue. Et puis vous avez l'étape suivante, 37 fois 4, où là vous avez un problème technique et qui va amener une multiplication avec retenue. Donc nous allons réenvisager ces 2 types d'opérations-là, parce qu'elles ont, je vais dire, un point de départ qui est commun. On peut encore créer de la manipulation avec de telles opérations, et c'est ce que nous allons faire. Et puis pour les étapes suivantes, mais ma foi, ça va commencer à être difficile de manipuler. Hein. Si vous devez faire la multiplication 189 fois 268, c'est très difficile d'amener une manipulation, en tout cas digne de ce nom, c'est-à-dire qui représente quelque part l'opération. Il y a toujours moyen d'amener une manipulation qui soit plus artificielle, on va dire, c'est-à-dire qui vous permette de mener à bien l'opération, mais ça ne va pas forcément représenter ce que l'opération sous-tend. Donc nous commençons par le contexte le plus simple, une multiplication sans retenue, et j'ai pris ici l'exemple 32 fois 3. Pourquoi est-ce simple? Tout simplement parce qu'on va repasser ici au sens de la multiplication, c'est-à-dire le fait que ce soit une addition itérée. Donc vous avez 32, vous commencez à être habitué, maintenant on va écrire ça avec le matériel de manipulation, 3 sachets de congélation et 2 noix, et on va faire x3. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va exactement faire des paquets, 3 paquets identiques à ceux que vous voyez. Donc il y a 3 sachets, 2 noix, premier tas, on va mettre un deuxième tas avec 3 sachets de noix et un troisième tas avec 3 sachets et 2 noix. Et puisque c'est une addition finalement qui se cache derrière cette multiplication, il suffira en fait de réaliser l'opération 32 plus 32 plus 32. Et ça, on sait faire. On sait qu'on doit mettre les noix ensemble, donc il y en aura 2 plus 2 plus 2, ce qui fait évidemment 3 fois 2, c'est-à-dire 6. Et on sait également qu'on va devoir mettre les sachets ensemble, et là il y en aura 3 plus 3 plus 3, un total de 9, c'est-à-dire 3 fois 3. Donc là, c'est assez simple. On revient toujours à la bague des nombres. Hein. On écrit 32 dans la première ligne, le 3 dans la seconde. Et on procède colonne par colonne. Donc, j'ai 2 noix a priori. Et je vais simplement les multiplier par 3. Sous-entendu, je fais 3 tas de 2 noix. J'ai donc un total de 6, ce qui correspond, mes tables de multiplication doivent être maîtrisées à cette étape-là, ce qui correspond bien sûr à 3 fois 2. Au niveau des sachets, j'en ai 3, mais je vais faire 3 tas de 3, ce qui va me donner un total de 9, et ça correspond bien sûr à 3 fois 3 sachets, donc un total de 9 sachets. Donc au total, là, je vais avoir 96, c'est-à-dire 9 sachets et 6 noix, et ça ne pose en général aucun problème. Ce qui va poser davantage de soucis, c'est la multiplication avec retenue, du style 37 fois 4. Et pourquoi cela amène-t-il des soucis? Bien parce que vous allez dépasser cette sacro-sainte dizaine. C'est toujours la même chose. 9 objets, ça va. 10 objets ou plus de 10 objets, ça ne va plus. Or, ici, vous partez avec un nombre qui est 37. 3 sachets, 7 noix. Vous devez faire 4 tas identiques, chacun comportant 3 sachets et 7 noix. Et, puisque la multiplication cache une addition, on doit rassembler toutes nos noix et tous nos sachets. Mais c'est là qu'est l'os, hélas, parce que vous allez avoir 4 tas de 7 noix. 4 tas de 7 noix. Ça fait un total de 28 noix. Le 10 est manifestement dépassé, et de loin.
Ce qui veut dire que vous devez faire quelque chose avec ces noix. Et comme d'habitude, ici, qu'est-ce qui va se passer? Donc, j'ai 4 tas de cette noix, un total de 28 noix. Bien sûr, je le répète encore une fois, on doit connaître ces tables. On doit savoir que 7 fois 4 ou 4 fois 7, c'est bien évidemment 28. Bon, mais je connais mes tables, je sais que j'ai affaire à 28 noix. Très bien, je dépasse le 10. Ce qui veut dire que, hors de mes 28 noix, je dois prendre, ici je dois rassembler 10 noix pour mettre ça dans un sachet, mais il me reste encore 18 noix, donc je dois à nouveau prendre un sachet de congélation supplémentaire et y placer 10 noix, donc j'ai déjà placé 2 fois 10 noix, et il me reste alors 8 noix, ça c'est bien, c'est moins de 10, je peux accepter. Donc je vais écrire qu'il me reste 8 noix dans la colonne des noix. Mais n'oublions pas, j'ai fait, avec mes noix que j'ai mises de côté, 2 sachets de congélation supplémentaires. Et donc ça m'amène que je retiens, ça veut dire que je retiens quelque part caché, et notamment dans ma mémoire, mais surtout sur le côté. Vous savez qu'on va mettre dans l'opération écrite on va laisser une petite place sur le côté ici pour dire attention, j'ai retenu, c'est-à-dire que pour le moment, je ne les ai pas écrits, mais je vais les faire intervenir plus tard, 20 unités. Et 20 unités, 20 noix, qui se sont transvasées dans 2 sachets, c'est-à-dire 2 dizaines. Donc, je retiens, quand je vais faire le calcul sur les dizaines, j'ai quelque part dans ma mémoire 2 dizaines qu'il ne va pas falloir oublier. Et justement, à propos des dizaines, parlons-en. J'en ai 3, mais 3 dans chaque tas. Et il y a 4 tas. Ce qui fait un total de 4 fois 3, c'est-à-dire 12 sachets, 12 dizaines, auxquels je vais ajouter les 2 dizaines que j'ai mis de côté. Parce que bien sûr, ce sont des dizaines. Elles doivent rejoindre les dizaines. Donc mes dizaines, j'en ai, de par la multiplication, 3 fois 4, 12. Mais j'en ai retenu 2 de par la multiplication 7 fois 4 qui m'a donné 28, c'est-à-dire 2 dizaines supplémentaires. Et j'ajoute donc ces 2 dizaines-là aux 12 qui sont déjà présentes de par la multiplication et j'aurai alors un total de 14 dizaines, c'est-à-dire une centaine et 4 dizaines. Et ça me donne un total de 148. Ce qui est compliqué ici, c'est d'avoir le dispositif pour finalement, le dispositif pratique pour ne pas oublier ces 20 unités ou 2 dizaines. C'est très dangereux, mais vraiment très dangereux de les mettre dans la colonne des dizaines. Pourtant, a priori, c'est là qu'elles devraient aller. Les dizaines vont dans la colonne des dizaines. Oui, mais imaginez que je les mette dans la colonne des dizaines et que je crois tout d'un coup que je n'ai plus 3 dizaines, mais 3 plus 2, c'est-à-dire 5. Et que je multiplie ensuite par 4. J'aurai alors 20 dizaines. On est très loin des 14 dizaines qui sont la bonne réponse. Donc, on a tellement peur en fait que l'enfant fasse 3 plus 2, et puis alors multiplier par 4 ce 3 plus 2, qu'on met le 2 de côté. Et ça devient une retenue. Je retiens que je l'ai quelque part. Donc, je vais mettre bien de côté, là, en dehors des colonnes. Et je retiens que ce sont 2 dizaines que j'ai mis de côté. Et quand je vais faire le calcul des dizaines, que j'obtiens 12 dizaines ici, puisque 3 fois 4, eh bien, je vais alors ajouter ces 2 dizaines pour obtenir un total de 14. Mais il va vraiment falloir les mettre de côté. Et une fois que j'en ai tenu compte, que j'ai fait 12 plus 2, je barre ces 2 dizaines en sachant que cette retenue, elle a déjà été considérée et elle n'a plus à apparaître par la suite. Donc c'est vraiment ici un système pratique qui est assez compliqué. Je pense que la manipulation en tant que telle ne l'est pas tant que ça. Bon, les enfants ont été quelque part conditionnés, parce qu'on l'a tellement fait, à rassembler 10 noix dès qu'on en avait 10. Et ici, on en a 28. On fait ici 2 fois 10 noix, c'est-à-dire 2 sachets. Il reste 8 noix, c'est très bien. Et j'ai 2 sachets sur le côté. Ça, c'est bien. Mais par contre, pour l'écrire dans la bague des nombres,
Eh bien là, il va falloir trouver un dispositif pratique pour que les 2 dizaines apparaissent réellement en dehors, bien en dehors de la BAC. Si vous mettez ça dans la colonne des dizaines, ça risque de prêter à confusion et c'est très dangereux. Voilà, je vous laisse maintenant avec mes étudiants qui vont vous parler de la multiplication et notamment de la multiplication avec retenue. Ils vont vous la présenter de manière excellente comme d'habitude et je leur laisse la place. Nous allons effectuer la multiplication 28 x 4. On a représenté la multiplication avec notre matériel, ce qui va faire 28 plus 28 plus 28 plus 28. Donc on utilise le sens d'opération de l'addition, donc on regroupe ensemble les dizaines, les sachets et ensemble les unités qui sont les perles. Donc au-delà de 9 perles, nous formerons une dizaine. Dans le cas présent, donc 4 fois 8 perles, nous avons donc 32 perles, donc 32 unités. Nous formerons donc 3 dizaines, représentées par 3 sachets. Vous pouvez voir ici les 3 dizaines formées et il reste donc 2 unités ici. Donc ici on peut voir que nous avons donc obtenu 11 dizaines. Au-delà de 9 dizaines, nous passons à la centaine. Donc dans ce cas-ci, nous allons mettre 10 sachets dans la centaine. Donc ça représente, c'est égal. Donc nous pouvons voir qu'il nous reste 2 unités, une dizaine et une centaine. Donc nous allons représenter 28 x 4 dans le tableau. Donc pour faire 28 x 4, nous allons d'abord faire 4 x 8. Ce qui fait 32, donc nous allons écrire 2 dans les unités car on ne peut pas avoir 32 unités et reporter 3 dizaines. Ensuite on va faire 4 x 2, ce qui fait 8, plus les 3 dizaines, ça fait 11. Donc on aura une dizaine et une centaine. Bien, maintenant que vous avez bien vu ce qui se passait, on va passer en fait au multiplicateur à plusieurs chiffres. Donc ici, on avait quoi dans les opérations précédentes? Un multiplicand, donc le premier facteur, a 2 chiffres et le multiplicateur a un seul chiffre. Si vous passez au multiplicand à 3, 4 chiffres, etc., il n'y a pas vraiment d'évolution technique. Logiquement, on devrait pouvoir maîtriser. La véritable évolution ici, et c'est une étape importante, c'est de passer à un deuxième nombre, donc le deuxième facteur, ce qu'on appelle le multiplicateur, à plusieurs chiffres. Alors il suffit de l'illustrer ici sur un multiplicateur à 2 chiffres et on va voir que c'est déjà une étape qui n'est pas mal. Donc me voilà avec un magnifique tableau ici, un abac, qui représente la multiplication 37 x 24. 37 x 4, on sait faire, on l'a fait précédemment. 37 x 24, c'est une autre paire de manches. Mais 24, c'est 20 plus 4. Donc, je peux très bien multiplier par 4 et puis multiplier par 20 ensuite. En fait, c'est ce qui va se passer. Donc, pour multiplier par 24, j'utilise tout simplement la distributivité. Donc, 24 se décompose en 20 plus 4. Je peux multiplier par 4 parce que j'ai appris à le faire et je multiplierai ensuite par 20. Et je vais y revenir. Donc, la multiplication par 4, ma foi, nous venons de le faire. 4 x 7, 28. J'écris 8, je retiens 2. 4 x 3, 12. Je reprends le 2 que j'ai retenu, ce qui fait un total de 14.
Voilà mon premier produit partiel. Le mot est lâché. Donc, ce que j'ai entouré ici en pointillé, ce sont les différents produits partiels. Vous avez d'abord le produit de 37 par 4, qui vous donne 148. Et puis, vous ne devez pas multiplier par 4, vous devez multiplier par 24. Ce qui veut dire qu'il manque 20. On doit donc encore multiplier par 20. Mais multiplier par 20, c'est multiplier par 10 et puis par 2. Ou le contraire, multiplier par 2 et ensuite par 10. Mais je préfère d'abord par 10. Je préfère d'abord par 10, pourquoi? Parce que multiplier par 10, c'est tout simplement ajouter un 0. Eh bien, nous allons le faire. 37 fois 10, c'est 370. Hein? Donc, nous allons le faire. On ajoute ici un 0. C'est pour ça qu'en dessous du 8, j'ai ajouté un 0. Je sais, dans certains manuels, on aime bien faire des retraits, des étoiles ou que sais-je encore. Je préfère personnellement le 0 parce que c'est ça qui a du sens. En fait, quand je multiplie par 24, je multiplie par 4 d'abord, par 20 ensuite. Et si je multiplie par 20, je dois multiplier par 10 et puis par 2. Donc ici, j'ai multiplié par 10 en laissant un 0. Ensuite, je vais multiplier par 2. Et puisque ma case unité est déjà prise par le 0, je vais donc aller à la case suivante, c'est-à-dire à la colonne des dizaines. Et je vais faire 2 fois 7. 2 fois 7, c'est 14. Donc, j'écris 4, je retiens 1. Puis alors, 2 fois 3, 6. J'ai retenu 1, je le prends, ça fait un total de 7. Et c'est donc mes produits partiels ici. J'ai 2 produits partiels parce que tout simplement, j'ai un multiplicateur à 2 chiffres. J'en aurais 3 produits partiels si j'avais un multiplicateur à 3 chiffres. Que vais-je faire maintenant avec mes produits partiels 148 et 740. Eh bien, je vais les additionner. Et pourquoi est-ce que je les additionne? Parce que c'est ce que j'ai fait avec mes différents produits. En fait, le premier produit partiel 148, il résulte de la multiplication par 4. Le deuxième, il résulte de la multiplication par 20. Et on me demande de multiplier au total par 24, qui est bien sûr égal à 20 plus 4. Donc, par la distributivité, je dois effectivement additionner ici mes 2 produits partiels. Je dois donc faire 148 plus 740. Donc, dans la colonne des unités, 8 plus 0, ça fait 8. Dans la colonne des dizaines, 4 plus 4, ça fait 8. Et dans la colonne des centaines, là, qui sont symbolisées par les boîtes, 1 plus 7, ça fait 8. J'ai donc un total de 888. Et le passage à des multiplicateurs à 3 chiffres, 4 chiffres, etc. ne pose pas réellement de soucis, sinon que d'être très soigneux. Si on n'aligne pas bien, si on ne retient pas bien en dehors de la BAC, eh bien forcément on fait n'importe quoi. Donc il faut être très soigneux ici, mais réellement au point de vue de la compréhension de la technique, il n'y a rien de neuf. Il n'y a rien de neuf. Donc il faut juste comprendre ici que quand on passe au multiplicateur à plusieurs chiffres, on aura des produits partiels qui résultent en fait de la multiplication par les unités du multiplicateur, par les dizaines du multiplicateur et éventuellement la suite par les centaines du multiplicateur, etc. s'il y en a. Et il suffit alors d'additionner tous les produits partiels pour avoir le résultat de votre multiplication. Alors comme d'habitude, je termine ici la capsule par une autre façon de voir et je ne vous refuse rien ici, ce sera 2 autres façons de voir. Donc en fait de petits vers pour terminer, il y en aura 2. Le premier petit vers ici pour terminer cette route, comme d'habitude, c'est la pédagogie et les outils Montessori. Je vous les présente parce que je veux être cohérente avec ce que j'ai abordé dans les capsules précédentes. Réellement, je suis moins fan, mais ce n'est que mon avis, bien évidemment, je suis moins fan de cet outil-là, tout en ne disant pas qu'il n'est pas efficace. Je vais sûrement pas critiquer ici.
simplement, je le sens moins naturel. Voilà, je le sens moins naturel, mais je vais quand même vous l'expliquer. Donc, il s'agit ici d'un damier avec différentes couleurs. Et comme vous voyez, les couleurs, c'est toujours le code couleur Montessori, c'est-à-dire le vert pour les unités, le bleu pour les dizaines et le rouge pour les centaines. Vous voyez évidemment ici que c'est la multiplication qui est présente puisque vous avez un carré rouge ici en haut à droite qui résulte de dizaines multipliées par des dizaines. Alors, comment va-t-on faire ça? Une fois que ce damier est construit, on peut le construire ça main à main, ce n'est pas difficile. Donc, c'est un damier à couleur qui respecte le code couleur. Et vous voyez sur le bord ici, vous avez unités, dizaines, etc. qui sont notés. Et vous allez mettre les petits cartons ici, représentent les nombres de votre opération. Donc ici, on va en fait faire la multiplication 19 fois 5. Donc, on commence par le carré vert qui résulte de la multiplication des unités par des unités. Donc ici, de 9 fois 5. 9 fois 5, c'est 45. 45, tout simplement, c'est 5 unités et 4 dizaines. On laisse alors, vous voyez la petite barrette des 5 perles, là ça veut dire les 5 unités, et on le met sur la case verte pour dire ce sont bien 5 unités. Et puis il reste, puisque ça fait 45, 4 dizaines. 4 dizaines, ce sont les perles jaunes que vous voyez et qu'on a mis dans la colonne suivante, bleu ici, pour dire c'est 4 dizaines en fait. Voilà. Donc, on a déjà fait 9 fois 5. Maintenant, on doit faire 1 fois 5, puisqu'il s'agit de 19. Et en fait, on doit faire plutôt 10 fois 5, ce qui fait 50. Et donc, 5 dizaines. Je mets 5 perles bleues sur la case bleue, ici. Et je n'ai plus alors qu'à compter combien ça fait. J'ai un total de 5 unités. Un total de 9 dizaines, ça me fait donc 95. Donc tout ça est très bien. Et franchement, je n'ai rien à dire, sinon que la petite chose qui me chiffonne personnellement, mais je répète, ce n'est qu'un avis, c'est qu'on utilise exactement les mêmes perles. Alors je sais qu'on les place dans des cases différentes, mais pour moi, utiliser les mêmes perles, je sens qu'il peut y avoir des confusions éventuellement. Mais ceux qui utilisent ça me donneront certainement tort et je les approuverai parce qu'il n'y a que l'expérience qui peut nous faire dire si ça fonctionne ou pas et j'imagine que ça fonctionne. Je suis par contre beaucoup plus fan mais alors on est à un autre niveau, de cette multiplication qu'on appelle per gelosia. Désolée pour les Italiens, je n'ai aucun accent en italien. Alors per gelosia, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire par jalousie. Gelosia, c'est jalousie. Alors, pas du tout jalousie au sens envie, etc. Non, en fait, ce sont des espèces de volets, de persiennes qu'on utilisait, la jalousie vient de là, en fait, qu'on utilisait surtout pour surveiller un conjoint quand on était jaloux. Voilà, on se cachait derrière sa fenêtre et derrière donc ces persiennes, ces volets, ces jalousies, c'est comme ça qu'on les appelle, pour pouvoir observer un conjoint. En tout cas, voilà le nom de la méthode. Pourquoi? Tout simplement parce que les grillages que vous voyez ressemblent quelque part aux volets qu'on appelle donc des jalousies. Et à part ça, ce grillage, c'est une méthode qui a été introduite en fait il y a très longtemps. Je pense qu'on date ça du XIIIe siècle. Et ce sont les Arabes qui ont importé cette méthode de multiplication. L'Europe a tout à fait validé cette façon de faire, que je trouve d'ailleurs très efficace, mais pour une raison qui m'échappe, quelques siècles après, cette méthode a été oubliée et on a privilégié celle que je vous ai présentée. Pour une raison qui m'échappe, parce que vraiment, je trouve ceci très puissant. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Il s'agit donc ici de faire l'opération 324 fois 168. Alors, vous voyez que j'ai noté ici, j'ai utilisé un quadrillage, toujours, et le quadrillage principal, parce que j'ai utilisé un quadrillage pour noter mes facteurs là, qui entrent dans la multiplication,
Mais le quadrillage principal, il est composé de 3 carrés sur 3. Alors pourquoi 3 carrés sur 3? Parce que chacun de vos facteurs a 3 chiffres. 324 a 3 chiffres, 168 a 3 chiffres également. Vous prendriez un nombre à 3 chiffres fois un nombre à 2 chiffres, vous auriez un quadrillage de 6 carrés. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et une fois qu'on a le carré principal, le quadrillage principal, donc ici de 9 carrés, puisque 3 chiffres fois 3 chiffres, on trace ici les diagonales dans ce sens-là, comme vous voyez en rouge. C'est important. Donc chaque petit carré aura sa diagonale tracée. Et puis qu'est-ce qu'on va faire? En fait, chaque petit carré du quadrillage ici est donc séparé en deux selon sa diagonale. La partie supérieure sera celle où on va écrire et noter donc les dizaines. La partie inférieure sera celle où on va noter les unités. Donc ici, je prends avec vous la première ligne du quadrillage. Le premier carré ici, mais on peut commencer par n'importe quel carré en fait, mais je vais commencer par celui-là. Le premier carré sera donc dans la première rangée du quadrillage et je vais prendre le carré à l'extrême droite. Regardez ici, il est bordé par les chiffres 1 et 4. En fait, donc, je vais multiplier 1 par 4. Donc, 1 fois 4, c'est 4. Et il n'y a que des unités, donc je note ce résultat qui n'a que des unités en dessous de la diagonale. Donc je mets un 4 en dessous de la diagonale rouge. Et c'est tout pour ce carré. Je vais ensuite à son voisin, toujours dans la première rangée. Je me dirige vers la gauche là. Et le voisin, il est bordé par les chiffres 2 et 1 que je dois multiplier. 2 fois 1, c'est 2. Donc, il n'y a à nouveau pas de dizaines, il y a 2 unités que je place en dessous de la diagonale rouge. Je continue par le carré voisin. Lui, il est bordé par 3 et 1. Je dois donc effectuer la multiplication 3 fois 1, ce qui me donne 3. Donc, pas de dizaines, je n'écris rien au-dessus de la diagonale rouge, j'écris 3 en dessous. Et je continue, je vais cette fois-ci à la rangée plus claire, la deuxième rangée. Regardez, je redémarre de nouveau par la droite et j'ai ici un carré qui est bordé par 4 et 6. Là, ça devient plus intéressant, c'est 24. Eh bien, j'écris 24 avec un 2 au-dessus de la diagonale et un 4 en dessous. Je vais au carré suivant, 2 fois 6, 12, donc 1 au-dessus de la diagonale, 2 en dessous. Je vais au carré suivant, 3 fois 6, ça fait 18. J'écris 1 au-dessus de la diagonale et 8 en dessous. Et me voici déjà à la dernière ligne, la dernière rangée de mon quadrillage. Donc ici, le carré à droite me fait voir l'opération 4 fois 8, ce qui me donne 32. J'écris donc 3 au-dessus de la diagonale, 2 en dessous. Carré voisin, 2 fois 8. 1 au-dessus de la diagonale, 6 en dessous de la diagonale. Et enfin, 3 fois 8, ce qui me donne 24, donc 2 au-dessus de la diagonale, 4 en dessous. Ça, c'est une première chose. Et vous voyez, quand on a l'habitude, ça va excessivement vite. Seul prérequis ici, connaître ces tables. Mais ça, ce sera le prérequis de toutes les façons de faire, de toutes les façons de multiplier. Ensuite, maintenant, ce sont les diagonales qui vont intervenir. Je vais regarder d'abord ce qui se passe, regardez ici dans le carré tout en bas à droite et en dessous de la diagonale. Je n'ai qu'un 2. J'écris 2, tout simplement. Ensuite, je vais ici entre les barres obliques, c'est-à-dire entre mes diagonales. Et vous voyez que j'ai 4, 3 et 6. Eh bien, je me contente de les additionner. 4 plus 3 plus 6, ce qui fait un total de 13 que j'écris comme vous voyez. Ensuite, je vais de nouveau à la bande oblique suivante où je vois 4, 2, 2, 1 et 4. J'additionne tout ça. 4 plus 2, 6, plus 2, 8, plus 1, 9, plus 4, 13. Encore une fois 13. Bon, ça, c'est le hasard. Je vais à la bande diagonale suivante.
Là, j'ai 2, 1, 8, 2. Ce qui me donne un total de 13 que j'écris à nouveau. Je vais à la bande oblique suivante où je vois 1 et 3, donc un total de 4. Et puis, je n'ai rien au-dessus, donc je m'arrête là. Deuxième étape de la méthode Berger-Lozia. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Comme dans toutes les méthodes, nous sommes avec un système décimal, donc 13, ça ne va pas. 2 et 4, très bien, mais 13, ça ne va pas. Ce qui veut dire ici qu'au lieu d'avoir 13, je vais écrire 3, c'est-à-dire le chiffre des unités, et je vais reporter la dizaine à la bande suivante. Donc, au lieu d'avoir 13, j'aurai 14. Maintenant, cette bande suivante, 14, de nouveau, 2 chiffres, ça ne va pas. Je vais garder le 4 et reporter le 1 à la bande suivante. Donc, je garde le 4 et je reporte le 1 à la bande suivante qui va rejoindre 13 pour former 14. Et enfin, ici, j'ai encore 14, donc je vais garder 4 et je vais reporter le 1 à la bande suivante pour faire un total de 5. Et là, je n'ai plus que des nombres à un chiffre et il me suffit alors de lire tout simplement dans l'ordre le résultat qui est de 54 432. J'ai été ici assez lentement parce que c'est la première fois qu'on fait ça ensemble, mais réellement quand on a l'habitude, ça va à une vitesse, c'est d'une efficacité absolument remarquable. Et il n'y a aucun problème d'alignement, de retenue, etc. En fait, il suffit de connaître ces tables de multiplication et puis des tables d'addition élémentaires. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Et donc, ça me tenait à cœur de vous présenter cette façon de faire que je trouve vraiment remarquable. Et personnellement, je regrette qu'on ait abandonné cette façon de faire parce que pour moi, elle est plus simple, elle est plus rapide. Pourquoi, grand Dieu, l'a-t-on abandonné? Eh bien, je n'en sais rien du tout. Et c'est sur cette énigme-là que je vais vous dire au revoir et vous remercier pour votre attention. Il nous reste une opération à envisager, c'est évidemment la division, et je vous donne rendez-vous pour cette 4e et ultime opération. Merci beaucoup.